Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau stream de Veritech Talk. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre ou dans les rappels, on va parler de Public VCF as a Service. Et pour en parler, on a à la fois un collègue en local et un en remote aujourd'hui. C'est une édition hybride. Je vais en profiter pour présenter Hugo et François. On va laisser l'honneur de se présenter à ceux qui sont en remote aujourd'hui. Je te laisse donner un petit mot sur qui tu es et ce que tu fais chez OVH Cloud, François. Hello, j'espère que vous allez bien. Merci Rémi pour l'introduction. Je m'appelle François Loiseau, je travaille pour OVH depuis pas mal d'années maintenant je bosse dans l'innovation, donc je suis dans l'équipe innovation du groupe Enterprise. Groupe Enterprise, c'est le groupe qui est en charge des technologies VMware, Nutanix, chiffrement, SAP, voilà, on fait du backup aussi. Donc voilà, dans l'INO, donc on essaye des technos, on découvre les nouvelles versions, on essaye de voir comment intégrer des écosystèmes dans les produits qu'on a chez OVH pour les mettre à disposition aux clients. C'est plutôt cool ça. Je pense que ça te permet aussi d'avoir une certaine vision sur ce qui se fait à la fois dans l'IT au global et ce qu'on choisit de faire sur les produits de stack, on va dire virtualisation enterprise. Et on y reviendra relativement bientôt tout de suite. Je vais laisser la parole à Hugo à côté de moi pour se présenter. Merci Rémi. Alors bonjour, donc moi c'est Hugo Labert, je travaille dans l'équipe de François en tant qu'ingénieur logiciel et je travaille tout au long des innovations du groupe Private pour les produits OVH Cloud. Donc, comme je l'ai dit en introduction, là, on va un petit peu parler d'un produit qui est relativement récent, que ce soit dans notre catalogue ou dans les différentes communications qu'on peut faire. Donc, c'était l'occasion d'en parler un petit peu sur Twitch, d'avoir un échange un petit peu plus technique que ce qu'on peut avoir soit sur le site, un article de blog ou l'idée qu'on peut s'en faire, surtout qu'on parle quand même de technologie où on est généralement dans un monde très private. Le produit commence par s'appeler avec public devant. Même moi, tu vois, je suis curieux, donc je vais en profiter. J'espère que je vais en apprendre un petit peu aussi. Donc, je compte sur vous pour m'apprendre des trucs de la même façon que j'espère que les viewers vont pouvoir apprendre des choses. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, peut-être François, tu peux nous expliquer un peu le pourquoi de ce produit, pourquoi maintenant, qu'est-ce qui change. Euh, je pense que ça peut être intéressant et comme ça nous fait une bonne petite introduction pour la suite de savoir un petit peu qu'est-ce qui se cache sous cette appellation. Il y a forcément un contexte, ouais, ça c'est Ah bah sûr. oui. OVH Cloud fournit depuis maintenant 15 ans, bientôt 16, du VMware à ses clients, Ouais. dans un monde qu'on appelle dédié, privé, comme tu dis. Donc on a commencé avec VCR 4, pour te dire, hein, on est à VCF 9 maintenant. Et c'est comme Donc ça qu'on s'est connus d'ailleurs, à et c'est comme l'époque. ça qu'on s'est connus, ouais. Notre On peut première retrouver, vidéo a quasiment 15 ans maintenant pour c'est pas parler du faux, lancement du ce mythe, produit. ouais. Et du coup, on regardait pas les photos, surtout. Le temps fait son affaire. Euh, le, donc on fournit du VMware à nos clients maintenant, donc partout dans le monde, hein, on est vraiment global, hein, on retrouve nos infrastructures VMware au Canada, aux US, en Pologne, en Londres, enfin vraiment partout, partout. Ce qui est plutôt cool. Donc on livre de manière complètement automatisée des environnements VMware dédiés. Et ça, voilà, ça on le fait depuis 15 ans. Donc c'est en un clic, tu as une machine physique qui s'ajoute complètement configurée avec tout l'écosystème managé qui va. Enfin, c'est vraiment une offre qui est qui est vraiment canon. On récupère Et son infrastructure avec une technologie de virtualisation, comme si je l'avais dans mon propre data center, sauf qu'elle est hostée chez OVH. Il y a une partie qui est c'est managée ça, par OVH Cloud, mais exactement. c'est moi l'admin de la plateforme. Je débite mes VM à l'intérieur. Je fais ce que je veux, Toutes mais les c'est du ressources, matériel elles qui m'est sont à dédié. toi. Je suis tout Voilà, seul tu dessus. mutualises comme tu veux. Enfin voilà, t'es vraiment, t'es à la maison quoi. Et tu peux connecter l'écosystème VMware dessus. Enfin, c'est vraiment l'offre phare de l'entreprise depuis VMware depuis plus de 15 ans. Donc là, on Donc on avait a de maintenant, l'infra enfin, avec ce on produit. avait de l'infra, ouais. Donc on a plus de 15 000 machines physiques gérées par cette automatisation. On a Pas plus de mal. 2000 vCenter. Enfin, c'est vraiment une infrastructure globale. Alors, VMware a été racheté par Broadcom il y a quelques années, Ouais. il y a 2 ans maintenant de ça.
Et on est passé, en fait, ce qui a motivé le produit, c'est le changement de licensing, en fait, comment la licence était gérée par VMware. Donc avant, on avait Ça une fait couler licence qui beaucoup était à la d'encre, VRAM. ça. C'est exactement, ouais, ouais. Parce que non seulement il y a eu deux effets qui se coulent, hein, il y a le changement de modèle et le prix qui ont été associés avec, qui était, mais ça a fait, voilà, ça a pas mal parlé. Et nous, notre objectif, c'était d'impacter le moins possible nos clients, parce que les clients comptent avant tout. Et donc avant, on avait un système à la VRAM. VRAM, c'est la RAM allouée à une machine Ouais. virtuelle avec une formule mathématique un peu compliquée, mais bon, bref. Dans l'idée, c'est qu'in fine, la RAM allouée au VM était la chose que l'on monnayait en termes de licence. Donc, nous, on avait caché ce modèle-là pour les clients. Il y a toujours un flat fee à la fin du mois, donc on est prédictif sur le prix du Mhm. cloud. Et on avait caché, en gros, cette complexité-là. Et Broadcom a changé le game et il a dit, bah, maintenant, c'est plus à la VRAM, c'est au corps physique. Donc là où on Ah, avait une variable d'ajustement à la VRAM avant, bah, plus tu consommais de VRAM, plus tu payais cher en licence, moins tu consommais de VRAM, moins tu payais cher. Maintenant, on avait caché ça avec un flat fee. Maintenant, mhm. c'est boum, peu importe, tu as tant de cœur, bah, tu perds un temps. Voilà. Donc on peut Ah oui, plus, ça change le paradigme quand même ça change complètement le au niveau paradigme. de la facturation et de comment on peut envisager de construire un produit autour de ça. Exactement. Et donc le business model associé était a dû être remanié. D'autant plus que avant, bah, si tu avais 10 VM de 1 giga de RAM, ça te faisait 10 gigas de VRAM. Maintenant, c'est au core et c'est 16 minimum. Donc en gros, on ne target que Ah des oui, donc il y a un grosses machines. plancher. Il y a un plancher minimum, voilà, c'est ça. Donc peu importe si tu consommes 10 corps, la licence sera 16 corps. Voilà. Donc dans l'idée, c'est qu'il faut qu'on aligne du coup les machines physiques avec le licensing, histoire de pouvoir avoir un prix qui est plutôt intéressant, sinon on aurait été complètement déphasé du marché. Donc du coup, ce qui fait qu'on a amené nos machines avec le temps, avec des machines bah, qui ont beaucoup de corps. Donc Oui. on a un certain marché qu'on adressait avant avec une infra de taille raisonnable ou moyenne, qui avait besoin de VMware pour des questions d'appétence technologique, pour des questions de Ouais. support. Tel techno ne fonctionne que si elle run sur VMware. Tel OS n'est supporté que s'il run sur VMware, etc. etc. Et du coup, bah, les clients qui avaient des petits besoins, des besoins plus modestes Ça que devait être 16 dur. corps minimum, sachant qu'il faut deux machines, donc c'est 32 corps minimum. On va pas mettre 32 Go de RAM avec 16 corps, donc boum, c'est des machines tout de suite à 256, 512, 1 Tera de RAM. Voilà, pour des besoins modestes, c'est vraiment, voilà, c'est trop cher, c'est complètement déphasé par rapport au marché aux besoins. Et donc, Et c'est donc on là où s'est on dit, s'est bah, dit, il faut faire quelque chose pour, on va dire, certains types d'infrastructures ou certaines tailles d'infrastructures pour des clients, parce que exactement, le sinon, dédié, ça va les priver le, technologiquement. c'est ça, exactement. Donc le besoin qu'ils ont derrière, les discussions qu'on a eues avec les clients, c'est le besoin que vous avez, c'est VMware, c'est pas forcément que ce soit dédié. Donc donc les 16 corps ne sont pas à toi, Hmm. mais ça reste du VMware. Donc on pourrait partager des corps avec d'autres clients, à la manière du public cloud, hein, où des machines Oui. virtuelles partagent le même Ah, on stack raccroche le physique en pourquoi il dessous. y a public devant. On C'est bien. raccroche le public, voilà. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas faire une offre qui, avec ses besoins VMware, bah, on reste sur la stack VMware avec toutes les Ouais. fonctionnalités qui vont bien, hein. La répartition de charge à chaud, le redémarrage des machines en cas de défaillance physique, avec les réservations et la gestion du scheduler de VM. Enfin, tout Ouais. ce qui est VMware reste là. C'est juste que ce n'est plus ton infra, tes corps physiques, c'est des corps qui sont partagés avec d'autres clients. Alors, on garde encore une fois, on est sur le monde VMware, donc on a toute cette sécurité, l'isolation virtuelle, tout est encore en place. On n'est pas moins sécure. On reste On avec, creusera un peu avec Hugo avec Hugo, ouais, je après pense. sur ces points-là. N'en dis pas trop, ne tease pas tout de suite. Et donc, qu'est-ce qui fait Mais oui. qu'on partage de la ressource VMware? Donc, on a des technos VMware, on a ESXi qui est l'hyperviseur, hein, l'OS qu'on Ouais. installe sur la machine physique. On a le vCenter qui est l'orchestrateur, en gros, de toutes ces machines-là. Et en dédié, ben, on donne accès au vCenter au client. En Hmm. mutualisé, on a rajouté une brique qui s'appelle VMware Cloud Director. Et c'est ce VCD-là, c'est cette interface-là, qui permet de créer des tenants, de créer des organisations dans lesquelles les clients ont un morceau du vCenter Ok. pour avoir un morceau, en gros, des ressources physiques en dessous et donc Donc, partager la licence en avec tant que plusieurs client, tu as clients. une couche d'abstraction qui va se faire au-dessus. Tu récupères les mêmes fonctionnalités, mais au final, tu vas avoir
une interface qui va être peut-être différente, mais tu vas récupérer technologiquement les features que tu as pu connaître avant. Ça va Et le changer de support, paradigme c'est entre tu ça, avais quelque chose de dédié privé et maintenant tu es un peu plus sur du public, mais tu exactement. récupères comment dire ça, des fonctionnalités similaires à ce que tu as connu par le passé, vu que la couche technique basse est la même, c'est ça? Exactement. Alors l'interface n'est pas la même, donc les API que tu avais avant sur vCenter ne marcheront pas sur VCD. Ça, il Ok, faut qu'on le dise quand même, hein. Il y a une abstraction quand même du vCenter sur le VCD. Mais derrière, l'underlay, il est vraiment, c'est le SXI, c'est le vSphere, donc on a toute la robustesse du monde ok, VMware. ok. Les sauvegardes fonctionnent, enfin, Ouais, donc on tout est, reste sur une techno éprouvée sur les couches basses, quoi. c'est ça. Et supporté surtout, c'est vraiment important, hein. Le Oui, besoin qu'on voit des clients, c'est j'ai une VM, PET versus Castle, hein, enfin, le public versus oui. le monde privé. Ma VM, elle est importante. Elle doit tourner sur un hyperviseur stable qui est Oui. capable de gérer les ressources de manière cohérente par rapport à ce que ma VM a besoin. Mon Windows 11, il a besoin de TPM pour démarrer. Mon SAP, il a besoin de VMware pour être supporté. Mon Red Hat, il a Ok. besoin d'une couche. Voilà. Ce qui fait que le besoin VMware, il est là. Il est vraiment sur le support de l'applicatif on top d'une infra qui a été validée par les tiers. Non, je pense que c'est effectivement intéressant, surtout s'il y a eu des changements qui ont été faits côté éditeur du logiciel. Donc on peut proposer une autre offre littéralement d'un point de vue consommation. Et je pense que ça c'est pas mal. Et c'est dit. Et à un prix beaucoup Et plus tu, abordable du coup. Pour le coup, on oui, a divisé en mutualisant l'infrastructure tout en réservant les ressources pour les clients. oui, On a diminué le coût parce que bah, le footprint, c'est le nerf de la guerre. le premier étage de pricing, c'est Ouais. pas 32 corps et 512 de RAM. Tu vois, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus abordable avec une licence qu'on peut se permettre de partager de ventiler entre plusieurs clients, quoi. Ok. Et là, on avait un petit peu le comment on a réfléchi côté OVH Cloud à monter le produit. Et tu dirais qu'en termes de clients que ça peut intéresser, c'est pour des clients qui avaient des infras, on va dire, entre le petit et le moyen en termes de taille, et qui maintenant se retrouvent plus forcément au niveau du budget IT sur une infra dédiée, et qui pourraient se dire, bah, peut-être pour 10, 20 VM dans un environnement VMware, on peut retrouver quelque chose à la fois de familier d'un point de vue de fonctionnalité et avec quelque chose qui reste abordable en termes de ressources. Ça a été prévu pour comment Exactement. dire ça, Ce use cette case, quoi, ligne-là ce de cas. clients. Exactement, exactement. Le persona du client, il est vraiment là. J'ai besoin de ce support. Je trust VMware, mes partenaires trust VMware, Ouais. donc j'ai besoin de VMware. Le pricing est trop haut, il me faut une autre solution. Et donc, on a même des discussions avec les clients. Ils arrivent sur le public VCF parce que c'est le moyen pour eux le plus vite de faire fonctionner les workloads qu'ils ont déjà et qui existent déjà chez eux, qui marchent sur VMware. Oui. J'ai pas à redesigner tout mon application pour qu'elle soit cloud ready. C'est mon application qui tourne sur mon hyperviseur. Bah, il bouge. En même temps, en parallèle, il redesign cette application pour qu'elle puisse être cloud ready et donc passer sur d'autres technos, Cube ou Ouais. autre. Et en attendant, bah, elle survit, elle vit sur la plateforme BCD. Donc c'est aussi une phase transitoire pour éviter de devoir réécrire vite dans l'urgence des applications, quoi. Et en parlant de phase transitoire comme ça, on est d'accord que c'est un produit que tu peux utiliser si par exemple tu étais déjà client OVH Cloud et tu avais une plateforme de private cloud et tu souhaitais bah, changer ton modèle parce que tu te dis, bon, j'aime les fonctionnalités, ils me plaisent, mais je ne peux pas forcément avoir un budget extensible, mais le produit, je veux continuer à avoir du VMware slash Broadcom en termes de technologie, je vais passer là-dessus. Mais les clients ils ont un genre de tunnel de migration qui est possible. C'est un claquement de doigts, il faut tout remigrer, il faut refaire tout à la main. Comment ça se passe pour eux? Alors on a prévu le T'as, cas justement, t'as de hein, la migration? on avait des clients, c'est ça, on avait des clients sur l'offre historique, hein, je disais les plus de 15 Ouais, 000 machines physiques que l'automatisation et les équipes du produit managent. Ces clients-là se retrouvaient dans cette situation de bah, ok, c'est cool, hein, les prix ils ont changé, mais cette comment infra-là ne j'onboard me dans le correspond produit? plus. Comment j'onboard, comment j'arrive dans le produit. Et donc, ça a fait partie des défis techniques qu'on avait pour la mise en place de ce produit. Les premiers défis techniques, c'est le changement de paradigme, donc non seulement de manière de licence, mais Mm. aussi d'approche du produit de la part de VMware Broadcom.
Dans le temps, ça fait vieux con, dans le temps, Non, on dis pas utilisait ça. les briques VMware une par une, qu'on installait, qu'on gérait, qu'on manageait. Maintenant, la logique Broadcom va dans une logique plus packagée, avec un bundle software qui est délivré, qui Hmm, s'appelle VCF, VMware Cloud Foundation. Et ce bundle intègre le déploiement, le lifecycle, voilà, ok. le scale-up, scale-down des machines. Enfin, vraiment, tout ça, c'est géré par cette brique logicielle. Donc, il a fallu que les équipes, non seulement montent en compétence sur la brique VCF, et tout le déploiement de public VCF, du coup, est basé sur cette technologie-là, donc VCF. Donc, on avait des défis techniques, hein. On a commencé en VCF 5.2. Cette techno ne supporte pas la façon dont on gère le réseau chez OVH, hein, du LACP. Si vous êtes client Bar Metal, vous avez l'occasion de pouvoir configurer le OLAF. Et du Ah, coup, j'aime ce que tu cette dis, c'est bien, techno-là, parce que mais ça va me faire une passerelle pour ce que je vais pouvoir voir avec Hugo après. C'est très très bien. et du coup, on a dû travailler avec l'engineering VMware, la R&D VMware, pour Ouais, faire en sorte que le LACP soit intégré dans la version 9, donc les prochaines versions 9.1. On est toujours en train de bosser de manière très étroite avec la R&D VMware, donc on a de très bons canaux et très bonnes relations avec les teams R&D VMware pour faire en sorte que le produit fit bien du coup aux besoins VH. Donc voilà, le premier défi technique, ok. comment VCF peut s'intégrer chez VH. Le deuxième défi technique, c'est, ok, c'est cool, j'ai un workload qui tourne dans le VMware d'aujourd'hui, dans le VCF de demain, comment je l'amène? C'est du cloud, les gars, faut qu'on le fasse à chaud, quoi, hein. On va pas éteindre son workload pour le migrer au bout de 3 semaines, hein. Et donc, c'était le deuxième défi technique qu'ont dû relever les équipes, c'est mettre en place des passerelles qui permettent de bouger d'une plateforme complètement dédiée à une plateforme mutualisée, tout en gardant les éléments de sécurité. Il est hors de question que le client A voit les réseaux du client B. Bah Voilà. oui, Donc il y a oui. eu des. Je pense que, surtout sur ce type de produit, on en parlera après, mais l'isolation, c'était quand même quelque chose qui faisait partie des points extrêmement importants pour les clients qui avaient fait ce choix-là technologique. Peut-être parce que c'était des choix qui avaient été faits avant quand les infras étaient en on-prem ou pour des raisons contractuelles, etc. Mais donc, je pense que c'est effectivement des points intéressants. Bah écoute, en tout cas, moi, je suis un petit peu rassuré de savoir qu'il y a un chemin il y a un chemin de migration. Au moins, on parle de produits où c'est un petit peu, on va dire, entre guillemets, facile de pouvoir bouger dessus. Et puis, je pense on va creuser un petit peu on va creuser un petit peu le Ouais, réseau, vous allez voir avec les... Hugo, ouais, il y a pas mal de défis qu'on a creusés, des brevets qu'on a posés, hein, par rapport à ces défis qu'on a relevés. Ok. La migration, voilà, c'est une demande à faire dans le manager, hein, s'il y a des amateurs de migration qui veulent participer à l'aventure publique VCF. La migration se fait à chaud, voilà. Dans le manager, ça demande. Après, on prend en charge la migration, on vous Top. contacte. Enfin, c'est fait de manière assez smooth. On a de bons retours, en tout cas. Eh ben écoute, c'est très bien. Merci de nous avoir fait une petite big picture un petit peu de qui, quoi, pourquoi, pour qui sur le produit. On va creuser avec Hugo. Je te remercie encore François de nous avoir accordé du temps pour pouvoir nous rejoindre. Bon stream, Euh, éclatez-vous et surtout. Beaucoup de ouais, techno, quoi. reste connecté, hein, comme ça on pourra avoir des infos. Non, non, on te libère. Ciao, Merci à bon toi courage. François. Bon, et maintenant c'est toi qui vas passer sur le grill. C'est à moi. Ouais, les prochaines questions sont pour toi. Non, on discutait avec François sur la partie Migra. Effectivement, quand on réfléchissait à écrire un petit peu les sujets de quoi on allait parler, on se dit, bah, c'est sympa de parler de la migration, mais moi, je n'avais pas du tout pensé au fait qu'il y avait quelque chose sur le réseau. Le fait que ça change vraiment le paradigme pour les clients et pour nous aussi. Oui, clairement, déjà, on passe d'un environnement, comme le disait François, privé à quelque chose de plus mutualisé. Donc forcément, vous avez une machine physique qui va Mhm. accueillir plusieurs réseaux. Chez OVH, on a notre technologie Verac, notre produit Verac, donc qui permet d'avoir une multitude de VLAN à l'intérieur à travers plusieurs data centers. C'est notre nom pour le réseau C'est privé, ça, quoi. exactement. On C'est notre nom expose pour le des réseau. vrais VLAN aux clients pour Exactement. faire de l'infra privé dedans, quoi. Sachant qu'en plus, c'est du L2, donc layer 2. Donc, il faut ramener tout ce réseau sur les machines physiques pour que le client puisse les utiliser. Machines physiques qui, dans Public VCF, sont mutualisées. Donc là, on a eu un défi, c'était comment on ramène 4000 VLAN fois le nombre de Oui, clients par machine physique, forcément.
OK. Qui plus est, arrivé donc de VCF, toute la stack VCF est basée sur la technologie NSX, qui est un autre Oui, produit de VMware. oui, qui pour le coup est la partie, virtualisation C'est du ça, réseau par c'est ça. VMware? Le Software Defined Network, SDN. L'idée, c'est que tout ce SDN se repose sur une technologie overlay de chez VMware, qui est C'est une couche au-dessus? une couche au-dessus, qui OK, permet d'encapsuler encore plus de réseau à l'intérieur. Et l'idée, c'est que cette couche réseau, qui est du GNV, voilà, OK. donc sur VCF, elle ne discute qu'en GNV, essentiellement pour les machines virtuelles des clients. Donc l'idée qu'on s'est donnée, c'est comment on peut raccorder ce GNV au réseau du client. Donc on a réfléchi à des processus logiciels pour permettre d'interconnecter notre fameux layer 2 classique du Ouais, VRAC sur notre GNV du client final. Tout en travaillant avec nos équipes network, forcément, qui nous ont aidés à rajouter des briques mmh, qui nécessitaient un ajout. Et donc on a réussi à trouver une solution logicielle OK, sur laquelle on a posé un brevet. Donc c'est un des challenges déjà qu'on a eu et c'était pas mal. plutôt sympa. Et je pense que c'est aussi, important pour les clients d'un point de vue de réassurance ou même d'isolation de l'information, de Ouais. savoir que tu vas transporter le réseau privé auquel, bah, si c'était des clients existants, ils étaient déjà habitués, d'avoir dans leur infra parce que peut-être ils utilisent ça pour avoir un mix avec du bare metal, une Mmh. infra privée, et ou d'autres produits. Je pense que c'est intéressant d'un point de vue fonctionnel de récupérer le comme avant, et Exactement. aussi d'un point de vue, sécurité de savoir, bah, c'est tes réseaux, c'est tes VLAN à toi, tu es tout seul dedans. Même si tu es dans une plateforme mutualisée, tout ce qui transite sur le réseau, Mmh. bah, il y a que toi qui peux le voir et ça, je pense que c'est important. Ça devait être un des points qui devait être probablement, si c'est pas le point le plus demandé, je pense que ça devait être dans le haut de la tier list, C'est de ce ça. qui pouvait être demandé par les clients. Donc effectivement, ça, c'est un point assez sympa et c'est pas mal de savoir que ça a pu être, comment dire ça? Que ça a pu être breveté Mmh. à travers ce qu'on a fait sur la R&D et puis, moi je pense que c'est important de le mettre en avant. Moi je savais pas, tu vois? Je savais qu'en interne on avait des projets, sur lesquels on pouvait avoir des brevets. Celui-là, je savais pas qu'il en faisait partie et puis, on parlait aussi à travers la Migra, le réseau. Il y a eu des challenges internes comme ça. Moi je trouve que c'est intéressant de voir parce que c'est pas je pense que ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Non, clairement. Passer à une stack, full private, à quelque chose d'un peu plus mutualisé comme ça. C'est ça. Un des challenges, qui est hyper intéressant, que les équipes d'engineering ont été amenées à relever, ils le faisaient déjà sur notre offre historique, Ouais, HPC. C'est gérer, énormément de VM qui sert à des assets de management, qui sert à communiquer, soit permettre une porte d'entrée vers le produit. là tu parles de la plateforme interne de notre côté. C'est ça, Ce qu'on a de c'est notre ça, de côté notre pour pouvoir côté. permettre la vie du produit, C'est pour ça. le client. OK, Le life cycle, en OK, fait, toute la gestion de permissions, de sécurité. Et un des challenges qu'ils ont eu, c'est gérer énormément de machines virtuelles. Donc ils ont développé carrément une stack entière d'automatisation qui OK. leur permet, à travers du Terraform, du Ansible, de déployer des machines virtuelles et de les configurer assez rapidement avec tout un microservice, toute une archi comme ça. Ça, c'était un challenge qu'ils avaient déjà, mais qu'ils ont eu encore plus, qu'ils ont dû remanier. On verra après, on a remanié énormément la stack technique, mais Et je pense que ça doit être sympa. Je me mets à la place des collègues qui bossent dans les différentes équipes, de dire que, bah, c'est une technologie qu'on connaît, mais on va pouvoir ou on va devoir la redéployer avec des moyens entre guillemets «modernes». c'est ça. Vu que le produit de base, François en parlait, il est sorti, initialement en 2000, allez, on va dire 2010-2011 à grosse maille. Bah, forcément, les mécanismes de déploiement qu'on pouvait avoir à l'époque ont évolué avec le temps. Mais il y a 15 ans, on faisait pas de Terraform pour déployer des machines. Ouais, Tandis que maintenant, on se dit: «Bah, on va essayer d'automatiser au maximum» et je pense que ça permet aussi de déployer plus rapidement. ouais. Même si c'est toujours aussi bien fait qu'avant, je pense que ça permet de gagner du temps. Et puis, ça permet aussi d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide pour les équipes. De notre côté, de gérer le life cycle, le moment où, les machines peuvent passer dans leurs différentes étapes et ça, je pense que ça doit être, intéressant en interne de se dire, bah, on a le legacy, heu, qui s'améliore évidemment d'année en année, mais le fait de pouvoir se dire: «Bon, allez 2.0, on peut tester d'autres choses, essayer C'est ça. d'envisager d'autres méthodes de déploiement»,
J'aime bien la partie automatisation et je me dis ça peut être sympa à regarder. Puis là, c'est de la grande échelle, c'est pas déployé, C'est ce que j'allais dire, surtout c'est sur pas une échelle déployé 15 pareille. VM. Sur une échelle pareille, il faut vraiment toute une usine pour gérer ce nombre de VM assez hallucinant et pouvoir les configurer à la volée, faire des changements de config. Ça a été un vrai challenge pour les équipes. Parce que François disait que sur le type de plateforme qu'on avait sur la partie private cloud, il y avait plus d'une dizaine de milliers de hosts. On peut se dire que si on fait déjà plusieurs machines virtuelles par host, et parfois il y en a certains qui sont énormes, donc on peut en faire 10, 15 ou 20 par host, on peut très vite arriver à des nombres de machines virtuelles à 6 chiffres. Et là, on peut avoir des problématiques un petit peu différentes en termes de quantité. Je vois qu'on a on a des petits commentaires sur la partie automatisation et déploiement. Effectivement, ouais, la partie Terraform, que ce soit nous pour notre utilisation en interne, c'est quelque chose qu'on utilise relativement régulièrement, alors soit seul ou couplé avec d'autres outils d'automatisation. Et aussi, j'avais pas prévu de le mettre après, mais on peut le mentionner ici. On a aussi nous-mêmes, OVH Cloud, notre propre provider pour Terraform. On en a peut-être, si on en a déjà parlé dans d'autres Veritech Talk sur Twitch, mais on a notre propre provider Terraform pour piloter les produits qui sont purs OVH. Typiquement, si on veut piloter le delivery, admettons, d'un bar métal, d'une offre de private cloud, etc., on peut avoir tous les bons bindings qui sont faits dans les providers Terraform. Il est disponible directement sur Terraform. Sur le site officiel, c'est un provider certifié, validé. Et on essaye aussi de rendre les produits vanilla pour que les différents providers Terraform de la communauté puissent fonctionner. C'est ça. Généralement, je dis toujours, si vous voulez piloter, je fais beaucoup plus de public cloud que de private cloud, mais si vous voulez piloter votre infrastructure OpenStack, ça va fonctionner directement avec le provider OpenStack qui est disponible sur Terraform. Ou alors, ça va être, si on voulait faire du vSphere, je pense qu'on pouvait utiliser directement le provider, etc. Donc là, ça peut être intéressant. On verra après, ouais. On jouera un petit peu, on spoil pas trop, mais c'est possible qu'il y ait une démo. C'est Oui. possible qu'il y ait une démo. Mais en tout cas, ouais, voilà, l'infra, c'est intéressant d'en faire. Et si on peut la déployer automatiquement et prendre un café pendant que ça se déploie, moi, je trouve que c'est encore plus sympa. Surtout quand on fait de l'échelle. Si c'est pour déployer 3 VM, bon, c'est pas grave, on peut cliquer. Mais quand on commence à faire de la masse, surtout que là, les collègues en interne, quand ils s'occupent de sites de plateforme, on le disait, c'est des milliers, des dizaines de milliers de machines. On peut plus se permettre d'avoir une interface aussi belle soit-il avec un clic-bouton. C'est plus possible. Pas, ouais. Donc, je pense que c'est intéressant de voir ça. Effectivement, on disait avec la partie automatisation, le changement un peu de paradigme qu'il y a eu, d'outils en interne pour le déploiement du produit. Et puis, j'en profite pour regarder un petit peu, est-ce qu'on avait un autre petit commentaire. Sur ce type d'offre, on a parlé de la partie migration. Ouais. François nous a bien dit qu'on pouvait le faire à chaud, le demander à travers la partie manager. Il y a d'autres produits qu'OVH a intégrés dans les offres private cloud, et on en parle souvent aussi en off quand on discute entre nous autour du café. Le backup, ça fait souvent partie à la fois des besoins côté client et nous des besoins côté OVH Cloud qu'on se doit d'avoir au catalogue. Donc sur les parties private cloud, sur le produit original, c'était quelque chose qui était quasiment entièrement packagé. C'était du Vim C'est ça. pour la partie VMware, et pour Nutanix, je me souviens plus ce que c'était. ICQ. ICQ, c'était ça. Je voyais les lettres, je ne savais plus comment on le disait. Donc généralement, on essaye de proposer quelque chose comme ça. Et là, les clients peuvent avoir une fonctionnalité similaire. Il y a des intégrations possibles. Exactement. On est resté sur Vim pour la Ok. technologie, qui est Ok. une technologie assez reconnue côté backup, surtout Ouais. sur du VMware. Et on propose directement intégré dans le public VCF, donc dans votre interface public VCF, on pourra peut-être le voir après là aussi. Vous avez un menu où c'est que vous pouvez gérer tous vos backups directement à travers l'interface, et vous voyez toutes vos VM, vous êtes en capacité de les backuper directement. Vous pouvez même, à travers le menu contextuel de chaque machine virtuelle, les ajouter à une règle de backup. Et on propose plusieurs tiers de stockage backup avec de la rétention différente. Je savais pas que c'était. Je savais qu'on proposait quelque chose, mais je savais pas que c'était directement intégré dans l'outil à ce point, c'est comme on avait pu intégré, faire comme Plugin, ouais. sur d'autres choses. Ah, ça c'est pas mal.
Et là, du coup, tu peux le faire granulairement à la VM. Tu choisis lesquels tu veux backuper. Tu peux le faire granulairement à la VM, ouais. Tu Ok. peux créer tes tu peux même faire un mix de différentes rétentions grâce à les différents repositories de backup qu'on propose. Ouais, tu peux Ok. vraiment faire à ta sauce, quoi, suivant C'est pas. tes besoins. Ouais, c'est pas mal ça parce qu'effectivement, comme le produit a légèrement shifté, qu'on n'est plus forcément sur du private, où on va mettre que de l'ultra sensible, Mhm. on peut avoir différentes politiques ou héberger en plus de la dev. Euh, Exactement. parf- Parfois, quand on était sur des infra private, ça avait quand même un certain coût, donc les gens évitaient de mettre de la dev à l'intérieur Ouais. et le mettaient plutôt sur du public cloud. Mais là, à la limite, ça peut permettre de tout avoir à l'intérieur. Je suppose que dans ces cas-là, tu fais un tiering différent en fonction de ce C'est que tu ça. veux stocker ou peut-être sur la durée On pendant propose laquelle tu conserves. En fait, l'offre, elle se propose à travers du tiering justement Ok. de storage et en fonction du tiering de storage. Donc, alors de mémoire, on est sur du gold, silver, bronze et on peut choisir ces différents types de stockage et ils ont une rétention différente. Non, mais en fait, c'est pratique que ce soit directement intégré à l'intérieur, comme ça reproduit un maximum des fonctionnalités de ce qu'on pouvait avoir sur d'autres types d'offres. Et est-ce qu'on n'en profiterait pas pour montrer un petit peu deux, trois choses? On peut montrer deux, trois choses, ouais. On a On préparé quelques parlait, trucs. on parlait interface, les endroits dans lesquels on peut cliquer. Donc là, juste pour présenter, donc c'est la page du produit qui est sur le site d'OVH Cloud. On y retrouve les différentes informations. En ce moment, il y a même une possibilité de le découvrir. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a différents packs en fonction de la taille, forcément, puisque là, c'est un mode, on va dire, semi-public, dans le sens C'est ça. où il y a un certain volume dans lequel vous allez pouvoir le débiter pour pouvoir faire vos machines virtuelles. Donc, on choisit en fonction de combien on a besoin ici à la fois de compute ou de storage. On essaie de se projeter par rapport à la capacité, je suppose, de ce qu'on a, soit dans son mode de virtualisation, et de se dire, bah voilà, on prévoit à peu près quelle est la taille du gâteau, et puis après on divise en parts une fois qu'on se connecte dans sa C'est ça. console. Euh, On a voulu proposer des packs, un système de packs, comme ouais. tu l'expliquais, pour que ce soit le plus simple possible à prédire les coûts. Ouais. Et donc, on vous laissera y jeter un œil. Vous avez le lien qui s'affiche pour pouvoir regarder un petit peu. Nous, ce que je serais curieux de voir un petit peu, c'est la partie côté manager. Donc là, ici, je suis logué dans mon interface client. Le truc qui est sympa, c'est que on peut, si on veut placer un order directement, et on le voit ici, on est dans la partie famille public cloud au niveau du manager. Là, je suis dans le nouveau beta manager, donc c'est pour ça que vous voyez le bandeau bleu sur le côté. Dans l'ancien manager, il n'était pas de la même couleur. Donc on peut voir les autres produits. Donc le produit originel, celui dont on parlait avec François et Hugo, donc c'est celui qui était dans la section Manage VMware vSphere. Tout à l'heure, en parlant de backup, j'ai glissé le mot du fait qu'on est Nutanix. Il a sa propre section ici. Et quand on clique ici, on tombe directement sur le configurateur. En fait, on va choisir ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Donc, en termes de taille, c'est pas forcément là où je voulais mettre le point. On choisit l'endroit où on le veut. Ça, c'est plutôt sympa. On a la même chose si on était sur du public cloud avec de l'OpenStack, on va choisir le data center ou sa région dans laquelle on va avoir son infra. Ici, même si physiquement on n'est pas dans le DC de Roubaix, on va choisir Roubaix. Je vais choisir usage général. Je vais faire ce que je fais exactement à la maison. Je coche tous les boutons dès que je les vois. Donc là, ici, je suppose que c'est pour si on veut avoir du Windows à l'intérieur. C'est le même Exactement. niveau de compatibilité. Avant, le bouton, c'était pour SPLA. Ça a peut-être Ouais, changé de nom. oui, on a changé Mais de nom. c'est ça. Si C'est je veux exactement pareil. si je veux faire C'est tourner pour du permettre Windows d'avoir en de la licence Windows, ouais, OK. directement. Et ça, c'est l'activation de Vim si Ça, jamais c'est j'en ai l'activation besoin. de exactement. OK. Allez, on va dire, j'ai envie d'avoir un peu de backup. Et après, donc on peut voir. Ah OK, ah d'accord. Donc Ouais, on voit tout, on voit tout le listing. Et puis après, j'ai l'information. Donc ouais, on peut quand même commencer assez vite et sur un engagement assez court en fait, pour pouvoir tester le exactement. produit. OK, OK. Peut-être, Et tu as un pack. Ah oui, tu as les IP qui sont directement, donc on peut c'est démarrer ça. quasiment directement tout de suite. Là, par contre, tu avais rajouté un pack supplémentaire, c'est ce que je disais, on permet la scalabilité. Oui. L'idée, c'est que normalement, quand tu viens ici, au niveau de la scalabilité, là, voilà, tu peux ajouter Ah, le c'est nombre de en packs que tu veux. plus. C'est ça. Tu peux ajouter le nombre de packs que D'accord. tu veux, donc pour Ah, tu fortement rajoutes scaler. dans les rejoutes. C'est Ah, ça. ok, comme ça, tu as le même nombre de ressources à chaque fois qui s'ajoutent et ça grandit ton pool global. Exactement. Et si tu ne C'est viens pas pas plusieurs petits sélectionner, pools. C'est
un pool au global de Tu ressources. finis avec un pool global. Ok, d'accord. En fait, c'est juste d'un point de vue commercial, on achète des packs. Oui, et comme ça, c'est par tranche. Ok, C'est je comprends mieux ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que ce soit par CPU, la partie licensing, etc. Comme ça, tu as des tranches différentes et comme ça, tu provisionnes. Mais tu peux les Exactement. rajouter après. Ah, tu peux, oui, tu peux carrément les rajouter après. Là, l'idée, c'est que si tu veux vraiment avoir le produit Oui. le plus basique possible, Pour commencer, à la limite, pour commencer, je veux tester. tu Et là, je peux n'es tester. pas obligé de rajouter des ressources supplémentaires et donc tu te retrouves bien avec tes 16 vCPU et 64 Ouais, ça Go peut de permettre, RAM. comme ça, on commence, on peut faire ses C'est premières VM, soit on fait une migration, ou on Exactement. réutilise des clones qu'on a déjà fait. Exactement. Euh, Ça peut aussi servir de débordement. Si tu Oui. vois que tu as besoin de capa rapidement et d'une Ouais. petite quantité, bah, tu peux facilement scaler. Il y a peut-être des clients qui utilisent ça aussi pour des projets, des side Mhm. projects sur lesquels ils veulent continuer à avoir du VMware, Carrément. mais peut-être que pour des questions X ou Y, ils n'ont pas forcément envie de l'avoir sur leur infra C'est ça. private de leur côté. Ils prennent un mix et comme ça leur permet d'avoir une bulle où technologiquement, c'est la même chose en dessous. Ouais. Et c'est juste que commercialement, ils peuvent avoir un produit différent avec une flexibilité autre. Exactement. Non, ok, je vois le truc. On va le voir après quand on ira dans l'interface, mais c'est l'avantage du plugin service, c'est que l'avantage qui peut être aussi un inconvénient suivant les besoins, mais c'est beaucoup plus simple au niveau de la gestion des machines virtuelles, il y a moins de détails. Donc, Ok. si on n'a pas besoin de Bah, grandes configurations, ça peut parfois suffire. Ouais. On peut peut-être jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Carrément, jeter un petit coup d'œil. Alors, donc on va se rendre. Donc, tu me l'as mis ici, je pense. Non, Un onglet il est là. ici. Parfait. Ah, on va devoir se reloguer. Bingo. Alors, donc voilà, vous arrivez Donc là, on est dans l'interface que vous aviez dit tout à l'heure, c'était l'interface de VCD, la couche d'abstraction, Exactement. pour replacer un petit peu le débat, parce qu'on était un peu vite sur l'introduction et il y avait beaucoup de sujets à voir. Donc là, on est sur l'interface de la couche d'abstraction qui est au-dessus de la techno. Exactement. Donc moi, en tant que client, j'ai cette interface-là qui est une pure interface VMware / Broadcom Oui. Pour piloter ma part du gâteau. C'est ça. Si on veut même rentrer un peu plus concrètement pour ceux qui connaissent VMware, là on est on top du vCenter. Il permet d'avoir du multi-tenant sur le vCenter. Voilà. Donc là on est connecté en tant qu'utilisateur. Donc j'ai commandé mon organisation VCD hier. Et on voit bien, donc j'ai pris un pack classique 1664. Tu retrouves bien ici ton pack qui est représenté sous forme de VDC, Virtual Data Center. Ok. Tu retrouves bien donc tes CPU, donc c'est les fameux 16 vCPU convertis en gigahertz. Oui. Et ici, tu retrouves bien tes 64 Go de RAM que tu as commandé. Et ton storage ici, ton stockage. Oui, le Tera que je voyais sur la page. Exactement. Donc j'ai bien toutes mes capas. Si tu venais à scaler, ici, les petites jauges augmenteraient. Ok. Voilà. Donc si je rentre dedans, je vais retrouver des machines virtuelles que je peux gérer, Ouais. donc, comme aujourd'hui sur un HPC, Ok. donc l'offre historique, ou alors ce qu'on appelle des VAP. Les VAP, grosso modo, c'est un ensemble de machines virtuelles qui fonctionnent de manière coordonnée. Vous pouvez faire une gestion de laquelle démarre en premier, laquelle s'arrête en premier quand on le stoppe, ou alors tout démarrer d'un coup. C'est beaucoup utilisé pour quand vous avez des environnements qui sont répliqués, des environnements logiciels, vous savez qu'il y a tout le temps ça, une base de données, une machine de serveur web. En fait, tu pré-packages tes différentes applications C'est ça. avec leurs liens logiques de démarrage, etc. Et tu peux Exactement. les bouger si on était dans un monde cube, ça serait l'équivalent de ce que tu peux déployer avec un Helm. Avec un Helm, tu déploies tous tes packages à l'intérieur. Ok. Et je suppose que ça te permet de démarrer tout d'un coup pour aller plus vite. Quand tu veux déployer des nouveaux environnements, si tu as un nouveau client ou une nouvelle localisation, tu déploies à nouveau ta VAP. Ça permet de faire de la grande échelle rapidement. Okay. On a toujours quand même ce système d'anti-affinité et affinité pour éviter que les machines virtuelles tournent ensemble. Donc, comme vous l'avez vu, on n'a pas la visu sur les machines physiques, contrairement à ce qu'on avait avant. Là, ici, la couche d'abstraction, comme on disait, ne le permet pas de le voir, mais par contre, vous avez quand même cette gestion d'affinité qui vous permet quand même de vous assurer qu'elle ne tourne pas sur des... Okay. Donc, je peux dire, par exemple, si je fais de la réplication entre deux PG, entre deux machines Postgre, je peux lui dire PG1, je ne veux pas qu'il tourne en même temps que PG2 au même endroit. C'est ça. Ok, donc je récupère les features sympas à ce niveau-là que j'avais en mode infra sur du vSphere managé.
je les récupère là ici à travers Public VC. C'est ça. Là, ce que tu décris, c'est plus de l'anti-affinité. Ouais, c'est l'anti-affinité pour pas qu'elles fonctionnent ensemble. Pour l'affinité, on aurait, je sais pas moi, on sait qu'on a deux machines qui dialoguent ensemble, elles sont un peu. Bah, souvent, tu vas voir par exemple un front et un back, C'est ça. enfin une instance de chaque, on va avoir tendance à les mettre en affinité pour les latences les plus courtes, quand le front va venir, admettons, faire des requêtes à l'ADB, pour pas que ce soit trop loin Exactement. et gratter quelques dizaines de millisecondes. Ici, on a la partie network, donc vous retrouvez tous Ok. vos réseaux, dont votre IP public. Et donc là, ici, c'est ce que tu disais, donc ce sont les différents, c'est des IP qui sont poussés dans les différents VLAN qu'on peut voir collecter, Exactement. parce que je vois différents numéros sur la droite. Alors, surtout ce qui est important, c'est de regarder cette partie, on voit que chaque réseau tombe dans un VRAC, donc votre VRAC que vous avez Ouais. configuré du côté de votre manager. Et vous avez donc des VLAN. Donc ici, on propose 5 VLAN plus le VLAN de Trunk, qui vous permet de pouvoir atteindre tous les VLAN, plus votre VLAN 0 chez nous, dans Celui qui me permet de sortir vers les de IP sortir. publics. C'est ça. Tout ça, vous pouvez le configurer via le manager, et à partir du moment où vous le configurez, ça se retrouve dans votre VCD et vous pouvez l'utiliser pour vos différentes machines virtuelles. Toutes les parties en dessous, c'est pour, ça sera débloqué prochainement pour la suite du produit qui est Ouais. Advanced. Vous l'avez peut-être vu dans l'order funnel, dans le tunnel de commande. Ça permettra de ramener toute la stack NSX que je parlais tout au début. Ça permettra au client de le consommer à travers VCD. Donc on parle ici de firewall, de NAT, de routage à travers des edge, donc qui sont des VM qui sont gérés par NSX pour récupérer tout le flow entrant et sortant. Et la partie, il y en a une dernière qui m'a échappé, la partie, oui, VPN. On pourrait faire un VPN directement à partir de VCD, qui sera donc managé par NSX. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver ici ce qu'on appelle le Content Hub, et ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est les catalogues, ces fameux. C'est là où on a les différents templates qu'on Exactement. récupère. Donc si on coche par exemple la case, la coche Windows, je vais voir mes templates pour par exemple je connais pas les versions Microsoft, on va dire 2025 ou 2026 serveur, c'est ici que je vais le voir. 2025. Ok. L'idée, c'est Ou les miens. Enfin, ou les tiens. exactement, c'est ceux que j'ai créés là, d'ailleurs, MyTemplate, ils y sont. Par défaut, on vous propose toujours le catalogue Linux, avec quelques templates déjà disponibles. Donc dans VAP Template, vous allez avoir différentes moutures de Linux, distribution. Donc des Alpine, Debian, Ubuntu. Au moins, comme ça, je peux démarrer tout de suite. Minute 1, je peux créer une VM en utilisant des templates. Alors, ça sera peut-être pas forcément la distrib que je veux, etc., admettons, mais au moins, je peux démarrer tout de suite. Et si jamais j'ai un besoin custom, c'est une ISO que je peux uploader une ISO quelque part au moment où je démarre ma machine virtuelle, comme d'habitude, entre guillemets, je le fais à ce moment-là. Deux options. Soit tu peux venir, donc pas dans celle-ci parce qu'elle ne nous appartient pas, mais si on fait son propre catalogue, donc soit tu viens uploader tes appliances à toi, donc tes machines virtuelles. Ça, c'est intéressant aussi. Vu qu'on reste toujours sur du VMware, toutes les templates que vous aviez à la source, qui étaient des OVA, tu peux les réutiliser. On peut les réutiliser sans problème, ça fonctionne de facto. Ou alors, comme tu le disais, un ISO, donc là j'en ai pas, mais on pourrait ajouter dans Media un ISO qu'on pourrait ensuite monter dans une machine virtuelle. Dans les VM et on fait du classique. Ok. Alors, en termes de fonctionnalité, on récupère effectivement quand même pas mal de choses. Et tu as déjà déployé des machines à l'intérieur, ou on peut peut-être déployer On va en déployer une. Avant ça, je voudrais peut-être montrer la gestion de user. Donc vous êtes en capacité de créer des utilisateurs avec des groupes différents en fonction des rôles que vous souhaitez lui donner. Donc là, comme d'habitude, le premier user, c'est l'admin. Forcément. Je peux créer des users différents avec des rôles différents en fonction de ce que je veux les laisser faire. C'est ça. Donc vous pouvez créer des rôles pour vos développeurs qui puissent démarrer des machines virtuelles assez basiquement, ou en créer des nouvelles. Et vous gardez la gestion du réseau, potentiellement. Voilà, on peut faire différentes granularités. Tu peux faire d'autres utilisateurs. Tout le monde ne se connecte pas en admin dans la plateforme. Ça permet d'avoir une petite traçabilité des actions, parce que comme on reste dans une stack VMware, les events, là ici qu'on voit dans les recent tasks, ou globalement les events, c'est quand même assez dense, et ça permet de suivre ce qui s'est vraiment passé. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de pouvoir de conserver ces logs-là et de pouvoir de temps en temps y jeter un coup d'œil. Exactement. Et la meilleure des features, on a le dark mode. Ah, ça, c'était important.
feature numéro 1. Non, mais effectivement, parce que parfois, ça arrive d'avoir des interfaces où c'est la feature la plus demandée. Du coup, revenons à notre sujet Ouais, principal. On va créer une machine virtuelle. Donc, deux options. L'option 1 aurait été de venir ici, de créer notre nouvelle machine ouais. virtuelle. On Donc, fait un clic-clic et voilà, on aurait pu mettre test. On aurait pu créer notre machine virtuelle directement à partir de ce menu. ah oui, là, tu vois tes templates directement en dessous. Tu as deux choix. Soit tu crées une nouvelle machine virtuelle comme tu le faisais sur Ouais, ton vCenter de manière plus traditionnelle. Donc, on retrouve tous les menus pour gérer ce qu'on veut lui donner comme réseau, comme ok. stockage, etc. Soit on part directement depuis un template. Et là, Ici, on retrouve les fameux templates OVH. Pour ceux qui ont peut-être qui connaissent HPC, c'est ce qu'on appelle le Content Library sur HPC. Donc vous avez la capacité d'avoir voilà, ces différents templates déjà précréés. Moi ici, j'avais déjà rajouté le mien. Nous, on va faire un peu différemment. On va pas le déployer à l'aide de notre UI. On va le déployer à l'aide de Terraform. Mais je voulais juste voilà, vous montrer un peu l'UI. Quand vous sélectionnez, vous êtes en capacité voilà, de gérer les différents. ouais, on retrouve quasiment C'est ça. tout ce qu'on pouvait faire avant. Je suppose que le seul pan dans le déploiement que tu ne retrouves pas, c'est celui où tu choisissais ton data center et ton host. Enfin, Exactement. tu choisis ton cluster. Et si tu voulais une affinité par host, là, tu l'as plus puisque Exactement. tu es dans un mode public. Mais sinon, effectivement, la partie déploiement, elle est strictement identique. On va donc jumper sur un terminal. Bah, allez, let's go. Allez. Est-ce qu'on met plus grand? Ah, c'est Attends, je suis en possible. train de regarder sur le retour pour voir. On peut peut-être mettre un petit peu plus grand pour ceux qui sont au fond de la salle. On est mieux là ou encore un peu? Ouais, ça, je pense que ça doit être pas mal. Allez. Donc ici, on se retrouve avec un provider Terraform. Ok, Comme tu le disais au tout début, on reste sur quelque chose d'assez standard. Alors peut-être qu'on va faire plutôt un Vim, ce sera un peu plus simple. On reste sur le provider complètement vanilla de chez VMware, le ok. provider VCD, donc dans sa version 3.14 ici. Une configuration assez standard, on donne le user, le password, l'organisation, vous la retrouvez à ce niveau-là, bah, tout en haut, vous la retrouvez juste ici. Ok. Donc Euh, là, c'est des credentials que je peux récupérer soit dans le portail web dans lequel je me connecte, ou soit dans c'est le les manager. informations qu'on récupère dans le manager. Ok. Oui, vous l'avez dans le manager aussi. On vient récupérer donc notre catalogue qu'on a créé au préalable. En l'occurrence, je l'avais créé juste ici. C'est celui que je vous aviez montré qui s'appelait Oui, Mini. celui dans lequel tu as uploadé ton template. C'était ça, c'est celui dans D'accord. lequel j'ai uploadé mon template juste ici. Ok. Donc, My Template. J'essaie de suivre hein, quand même. Ouais, bah ouais. Ici, on va venir créer une VApp directement. Et à l'intérieur de cette VApp, on va mettre la VM en question. Voilà. Donc, une VApp, elle a quand même un nom. Donc, c'est pour ça qu'on lui attribue un nom. Elle a potentiellement une description. Et elle a... T'es pas obligé de mettre plusieurs VM dans une VApp, tu peux faire une VApp avec une VM dedans. Ouais, Ok. c'est possible. Ok. Elle a une petite description et un statut, power on ou power off. Ok. On vient récupérer un réseau. Ici, le réseau qu'on va utiliser, si je me souviens bien, on va utiliser le réseau 5. On ira le vérifier après, de toute façon. Ok. Et donc, on vient utiliser la ressource VCD et VM pour Ok, donc venir créer. là, tu lui mets toutes les informations que tu aurais pu mettre dans le clicodrome. Tu peux les Exactement. mettre ici à l'intérieur Exactement. pour la taille, etc. Et tu définis. La taille, le réseau. Et là, pour la partie privée, enfin, là, ici, pour la partie réseau, la VM va avoir uniquement une patte privée. C'est ça, C'est ça? c'est tout. Puisque ton VLAN 5, c'est un VLAN qui est uniquement dans le VLAN, enfin dans le VRAC côté client. Donc là, ma VM, elle va booter, elle aura un NIC dans le privé. C'est ça. Et dans l'idée, dans un use case vraiment réel, vous auriez potentiellement un PFSense ou je ne sais quoi, je ne sais quelle plateforme qui ferait gateway et qui vous permettrait donc d'accéder soit via l'extérieur ou qu'on puisse accéder vers vous. Ok. Et là, ici, on vient passer les guest properties. C'est le fameux petit menu que vous aviez vu dans le clicodrome où c'est qu'on pouvait rentrer les IP, le hostname, etc. Donc ça, c'est pour la custom du c'est template. pour la custom du template. Ça, c'est propre au template que vous utilisez. Là, ici, mon template, les noms, c'est guestinfo.hostname, IP adresse, etc. Et ça, c'est propre vraiment à chaque template. Donc là, il faut se référer au template. Donc ici, voilà. Ok. Alors, on va faire un petit Terraform init parce que je pense que je ne l'avais pas fait pour aller récupérer le provider. Bim, voilà, on a récupéré le provider. Et là, je sais que tous ceux qui nous regardent sont en train de croiser les doigts pour qu'il y ait un effet Bonaldi Ouais. et que ça ne marche pas. Alors, on va voir sur. Ok, donc pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec Terraform, généralement, on fait plusieurs étapes quand on commence. Le premier, Terraform init, il va aller lire le bloc dans lequel il y a le provider
pour aller télécharger en gros le provider, le plugin C'est ça. qui contient toutes les informations sur je me connecte où, comment je parle avec VCD. Ensuite, on va faire un plan et là, ça va être un genre de dry run. Il va faire un pré-test sur lequel il va tester toutes les routes, toutes les connexions pour vérifier que tout se passe bien, voir combien d'objets il va créer, etc. Donc normalement, si le plan est en train de tourner, Il est fini. il est fini. Ouais. La dernière ligne va être je vais modifier X objets, je vais créer X objets et je vais delete X objets. C'est ça. Ici, on le voit, toutes les petites lignes qui vont Normalement, il devrait, ce sont des creates. voilà, et il devrait dire je ne vais que créer des trucs. Il ne devrait pas y avoir de moins. Donc une VLab qui va s'appeler ZBoxes, avec à l'intérieur une VM qui va s'appeler ZBoxOVH, qui va prendre l'IP.1, avec pardon, qui va prendre le DNS 1.1, le gateway 1.1 et l'IP.10. Et ça, c'est des informations que tu avais définies dans ton fichier de variable. Dans mon fichier de variable. Il est chargé dans ton main.tf et ça se déroule. Donc, il y a forcément des informations qui seront connues et affichées après l'étape de plan, puisque là, il a juste fait un dry run, il n'a vraiment rien exécuté. Donc, par exemple, certaines informations, il ne peut pas encore les connaître. Et donc, après le plan, on va faire l'apply. C'est ça. Et d'ailleurs, c'était VLAN 2, c'était pas VLAN 5, on le voit ici. Et là, l'effet démo. Et là, ça va le faire réellement. Donc, il va reprendre Voilà, donc ce qu'il a fait, il le répète. Et là, donc, ça va redemander une confirmation à Hugo pour dire oui, je veux bien faire ce que je suis censé faire. Et là, donc, on va voir les différentes étapes de déroulé. Moi, je suis plus familier avec les étapes de déroulé pour la partie OpenStack. Mais on va avoir voilà, la partie déploiement qui va s'effectuer. Et on voit effectivement, on parlait des événements tout à l'heure. Dans la stack VMware, on va voir les événements déroulés ici. Le déploiement. Bon, il a déjà popé. C'est ça. Il le fait en plusieurs étapes. Il va d'abord commencer par créer la VApp. Ok, et après, il va créer ce qu'il y a dedans comme il va virus. connecter le réseau au VApp. Ok. Ok. Donc en fait, chaque VApp a un contexte, comme je disais, et l'un des éléments de contexte, c'est les réseaux qui sont attribués avec cette VApp. Ce qui évite d'avoir une VM qui est dans une VApp qui vient se connecter à un autre réseau. Parce qu'il faut d'abord le préattribuer à la VApp, et ensuite, une fois qu'il est préattribué à la VApp, la VM peut le consommer classiquement, vu qu'elle se trouve dans la VApp concernée. Et ça peut te permettre d'être sûr qu'une VM ne peut pas se connecter de C'est façon sauvage à un réseau non prévu. C'est ça. Tu lui restreins déjà le nombre de réseaux auxquels elle peut être amenée à se connecter. Exactement. Et si on va aller plus loin, il y a différents types de réseaux. Vous pouvez avoir un réseau complètement isolé dans la VApp, donc qui dialogue totalement en interne dans la VApp. Et un second type de réseau qui est celui qu'on utilise, le direct, donc qui est connecté à un réseau extérieur, ou privé, extérieur dans le sens où il est extérieur à la VApp. Il peut être privé, dans notre cas il est privé, c'est un VRAC. On va en profiter, on a une petite question. Alors attends, je vais la lire, comme ça tout le monde peut l'entendre. Est-il prévu de migrer vers le provider Terraform OVH ou bien les utilisateurs doivent utiliser obligatoirement le provider VMware? Là, pour ce cas-là, ça sera forcément à travers le provider VMware. Nous, de notre côté, généralement, c'est comme ça que c'est fait sur les produits. Tu me corriges si je me trompe, mais à travers le provider OVH, il va y avoir la possibilité, par exemple, de commander le produit. L'étape qu'on a fait dans le manager, de choisir, bah voilà, je veux le pack avec 16 CPU et autant de gigs de RAM. Cette étape-là peut être faite à travers, ou on pourra vérifier après si besoin, être fait à travers le provider Terraform. Par contre, la manipulation du produit, très souvent, on laisse ça à travers le provider, le provider Terraform d'origine technologiquement du produit. Comme ça, nous, de notre côté, bah, on ne peut pas comment dire ça, maintenir autant de fonctionnalités que peut le faire VMware sur son provider. Ou alors, il faudrait qu'on fasse juste des petits bindings qui ne servent pas à grand-chose. Donc, comme ça, généralement, c'est comme ça qu'on va fonctionner avec le provider OVH. Il permet de commander des produits pour leur première initialisation. Et après, on peut les utiliser à travers le provider de la technologie. Donc là, ici, pour VCD. Généralement, c'est fait comme ça. C'est fait pareil côté public cloud. Généralement, quand je fais des démos avec Terraform, j'ai 2 providers. J'en ai un OVH pour me connecter, récupérer quelques credentials. Et après, je déploie tout avec mon provider OpenStack. Même si, effectivement, dans le provider OVH, dans le provider Terraform OVH, je peux en soi déployer une instance si jamais je voulais. Mais je trouve que c'est plus pratique d'utiliser le Terraform de l'éditeur ou du projet, etc. Parce que souvent, je vais avoir beaucoup plus de fonctionnalités et surtout, je vais avoir beaucoup plus d'accès à de la documentation, du blog, du guide, etc. Par la communauté, forcément, et ou par l'éditeur de base.
Et Donc, je aussi, pense qu'il y aura une distinction comme ça entre ce qui sera dans notre provider à nous et puis ce qui sera dans le provider de VMware. et aussi, ce qui est important, tu disais, donc oui, en effet, qu'on ne peut pas tout développer, mais aussi le gros avantage, c'est que si aujourd'hui vous avez un autre produit VMware chez vous on-prem ou je ne sais où, vous pouvez bénéficier de la même, c'est absolument les mêmes API d'un côté et de l'autre. Et la chose que vous pourrez faire par contre côté Terraform OVH Cloud, c'est configurer vos Le réseaux. réseau, C'est ça. c'est beau. En fait, tout ce que vous Non, voyez dans le voilà. manager, généralement, vous pouvez le faire dans Terraform. Généralement, c'est ça. Le manager OVH, il est basé au-dessus de nos API. Et notre provider Terraform OVH va aussi consommer nos propres API. C'est ça. Donc, s'il y a un bouton dans le manager, il y a forcément la route API qui va avec. Et on vient consommer ces routes API à travers notre propre provider Terraform. Donc, si une action, on ne peut pas la faire à travers le manager, très souvent, soit on peut peut-être la faire à travers une route de notre propre API, si jamais c'est une sous-fonction un petit peu cachée ou automatisée dans le déploiement, ou si vraiment c'est des fonctions liées à l'éditeur, ça sera sur son Terraform, Exactement. à lui. Et en plus de ça, maintenant, avec le Cloud Shell, Oui, vous pouvez le faire directement avec l'OVH CLI, l'OVH Cloud CLI, donc la CLI qui vous permet de dialoguer directement avec je votre produit. montrerai après, s'il Ouais. nous reste 2 minutes, je le montrerai après. Donc là, pour conclure un petit peu sur la partie démo, on voit que la VM, elle s'est déroulée. Donc la V n'a pas été créée, la VM, elle est déroulée. Et puis donc on a la partie qui est entièrement à Voilà. l'intérieur. Donc on retrouve au final ce qu'on aurait pu faire à la main. Là, on l'a entièrement automatisé. Et effectivement, ça reste quand même assez compact dans la partie Terraform. Je trouve que c'est toujours intéressant de regarder un petit peu certains moments d'automation. Là, tu essaies de te connecter en visuel Ouais. sur la machine. Ouais, je vais voir, il y a peut-être les flots qui sont pas ouverts. Si, c'est bon, voilà. Ok, donc là, Bon. on voit bien le prompt. C'est un peu sombre, mais on le voit bien. Et s'il nous reste quelques minutes, n'hésitez pas, si vous avez une petite dernière question, avant qu'on termine. Moi, je vais montrer les petits liens sur ce qu'on a de prévu dans les cartons. Après la petite démo. Tu m'as presque convaincu de passer d'OpenStack à ça. Et, donc, en tout cas, moi, la démo, je trouve ça cool. Effectivement, on retrouve ces marques. Enfin, en étant habitué aussi aux interfaces VMware, C'était vraiment important de ne pas d'avoir la perdre le vraie client. interface. Et puis le client était attaché à VMware, il est attaché à VMware. Donc on lui permet d'être comme à la maison, quoi. Et là, tu parlais par exemple du Cloud Shell. Je voulais juste présenter la page pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec la façon dont on propose les produits entre guillemets du futur. On a une partie Labs, donc labs.vhcloud.com, et vous pouvez retrouver les prochains produits qu'on va sortir, donc qui sont dans notre zone d'innovation. Là, tu parlais de la partie Cloud Shell, qui se trouve ici. Donc vous pouvez la tester en bêta, ça vous permet de vous connecter, d'avoir un shell direct avec des fonctions pré-préparées à l'intérieur pour manipuler nos produits. C'est assez sympa. Moi j'aime bien en parler quand on fait un Veritech Talk, comme ça permet de mettre en avant certains produits. Et puis si jamais vous êtes intéressé par en savoir plus, tu disais qu'il y avait des fonctionnalités qui allaient venir à travers Advance, le réseau, Exactement. avec NSX. Je trouvais que c'était intéressant de mettre en avant la partie roadmap pour la petite minute qui nous reste. Donc n'hésitez pas, de la même façon que côté Public Cloud, Private Cloud a également sa roadmap. Donc vous pouvez la trouver sur GitHub. Donc ici, vous pouvez voir comment dire ça, la projection sous forme de projet. Donc là, vous voyez ce qui va être fait, ce qui est passé en priorité, planifié, etc. Et vous pouvez interagir avec nous là-dessus. Est-ce que je vais regarder, est-ce qu'on a une petite question pour la fin ou pas? Sinon, bah écoute, on va rendre l'antenne à peu près dans les temps. On est bien. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre sur Discord, discord.gg/ovhcloud. Vous trouverez différents canaux pour les différents produits. N'hésitez pas à venir poser vos questions à l'intérieur ou à nous pinguer si vous nous reconnaissez dans les différents canaux. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui, Hugo, pour parler de Public Cloud VCF. Plaisir partagé. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine édition. Merci à vous. Merci.